Le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé le 27 juin 2025 à Washington une déclaration de principe en vue d'un accord de paix définitif. Le 1er août, les deux pays ont également adopté des principes de coopération économique dans la région des Grands Lacs. Les autorités rwandaises réaffirment toujours leur engagement en faveur d'une résolution diplomatique de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourtant, certaines autorités congolaises continuent de formuler des accusations infondées contre le Rwanda en contradiction avec les engagements de la RDC. Le 30 juillet 2025 à Genève, lors de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise, a accusé le Rwanda d'occuper une partie de l'est de la République démocratique du Congo par l'intermédiaire du groupe rebelle AFC M23. Le Parlement rwandais a dénoncé un revirement incohérent, rappelant que Kamerhe avait récemment salué à Paris l'accord de paix du 27 juin, soulignant que de telles déclarations mettent en péril le processus soutenu par les États-Unis. Je suis Alain Bertrand Tsunezé-Elgué et je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir un habitué de ce studio que je vais laisser lui-même se présenter. Bonjour Bertrand. Bonjour Tite. Je suis Tite Gatabazi et je suis analyste politique. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Monsieur Tite. Oui. Mais pourquoi observe-t-on des revirements de la part des autorités congolaises peu après la signature d'accords et la prise d'engagement avec le Rwanda? Il n'y a pas que les engagements vis-à-vis du Rwanda, il y a les engagements vis-à-vis de la région entière. Ils ont saboté le processus de Nairobi, ils ont noyauté Luanda, et maintenant ils traînent les pieds sur Washington et Doha. À Kinshasa, il n'y a pas de ligne directrice pour dire la politique gouvernementale est fondée sur telles valeurs, sur tels intérêts du pays. Nous avons une classe politique qui est obèse par la corruption, par les détournements, par le tribalisme, et qui ne se soucie guère de l'intérêt de la population ni du pays. Donc voilà pourquoi ça tangue à chaque fois. À côté de ça, il y a le fait que le sommet de l'État est incapable d'expliquer aux Congolais comment, depuis qu'il est au pouvoir, Tshisekedi, il n'a pas construit une école, il n'a pas construit un hôpital, il n'a pas construit 10 km de route. Et donc, il a fait comme ça un transfert de responsabilité pour dire que c'est le Rwanda qui est responsable des maux qui gangrènent la République démocratique du Congo. Donc on voit depuis des années, hein, ça tangue, ça danse du valse. Et donc c'est vraiment une habitude qui est devenue un mode de gouvernance à Kinshasa. Mais avant d'entrer en profondeur, pouvez-vous nous dire qui est Vital Kamerhe? Qui est le personnage dont il est question aujourd'hui? Ah, ça, ce serait une question à 1 million d'euros. Kamerhe, c'est un homme politique de premier plan depuis de très longues années. Kamerhe est au devant de la scène depuis longtemps. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Pour la 2e fois, sous Kabila, il avait déjà été au perchoir, il a été ministre, il a un parti politique. Mais sur le plan comportemental, Kamerhe baigne dans ce que lui-même appelle l'inversion des valeurs qui caractérise la classe politique congolaise. La conférence nationale souveraine avait appelé ça la dépravation des mœurs. Et donc, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas de projet de société. Et Kamerhe appartient à cette classe qui veut conserver les privilèges du pouvoir sans servir leur propre pays. À Kinshasa, on l'appelle très gentiment le caméléon. Il change beaucoup plus rapidement que la météo. Il veut être ami avec tout le monde et manger à tous les râteaux.
Il est fiché ennemi public numéro 1 à l'UDPS. C'est eux qui ont eu sa peau quand il est devenu DIRCAB de Tshisekedi. Je crois, voilà, on ne va pas dire grand-chose sur lui, mais voilà, il est là. Il était censé apporter quand même une certaine amélioration sur le dossier à l'est du Congo parce qu'il est ressortissant de l'Est. Il connaît très bien les dessous du contentieux et des crises récurrentes à l'Est, mais il se tient à distance, il fait semblant, il fait des propositions sans en faire. Il a organisé, Tshisekedi lui a offert beaucoup d'argent pour organiser une tournée à Mani qui a fait pchit, comme dirait feu Jacques Chirac. Et donc voilà le type de personnage que nous avons à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Il ressemble à tous les autres politiciens. Mais Tite, à l'heure où nous parlons, le Rwanda et la RDC sont engagés dans un processus de normalisation des relations. Mais quelles peuvent être les conséquences de ce genre de propos tenus par un haut cadre du gouvernement de la RDC face à ce même processus que le gouvernement congolais s'est lui-même engagé? Ça nous apporte une preuve supplémentaire que lorsqu'à Kinshasa, on s'engage dans un processus, on n'y croit pas, on n'en veut pas, et donc on va multiplier comme ça des accros pour le saboter et le faire dérailler. Les propos de Kamere sont mûrement réfléchis et intègrent toute une stratégie de jouer du valse, un coup devant, un coup derrière, un coup à gauche, un coup à droite. Je pense, moi, très profondément que Tshisekedi a opté pour le statu quo, sinon pour des opérations militaires, sachant très bien qu'il ne gagnera jamais. Il a perdu sur le plan militaire, il a perdu sur le plan diplomatique, politiquement, il va très mal. Et donc, il s'adosse sur la crise à l'Est pour une survie politique. Et donc, résoudre la crise de l'Est, c'est le noyer politiquement. Donc, il y a cette équation-là. Et du coup, il oblige quasiment tout le monde, en tout cas ceux qui tiennent les postes par sa faveur, de le soutenir. Et de répéter comme ça en boucle la rhétorique victimaire qui distrait les Congolais. Oui, mais à ce niveau, il y a une question qui peut venir dans chacun. Mais pourquoi la RDC s'acharne-t-elle à imputer ces problèmes au Rwanda, alors que la mauvaise gouvernance a été identifiée comme l'une des principales maladies dont souffre le Congo? Ah, mais c'est un choix politique. Être incapable de rendre compte de la gouvernance, parce que c'est quoi? C'est la corruption, c'est les détournements, c'est le clientélisme, c'est le tribalisme. Et donc, ils ont fait une fixation sur le Rwanda et ils ont transféré comme ça tous les maux qui gangrènent le pays vers le Rwanda. Et ils ont développé leur rhétorique qui ne convainc plus personne aujourd'hui, mais ils ont cette rhétorique-là de faire croire aux premiers venus que la guerre de Kanyarwanda de 1964, il devait y avoir l'ombre du président Kagame quelque part. La question de la nationalité douteuse doit avoir été soufflée aux conférenciers par Kagame. Et voilà. Donc il y a cette fixation, très prononcée d'ailleurs du côté de Tshisekedi, avec déjà dans le dos des forces obscures. Il croit comme parole d'évangile tout ce qui lui vient de la Belgique.
Et Dieu sait qu'il y a des milieux belges qui sont anti-Rwanda foncièrement. Il profite des effets de la guerre pour s'enrichir. Et donc, il en fait aussi un gros business pour lui parce qu'il est devenu, semble-t-il, multimilliardaire. Et donc, voilà l'explication qu'il y a. C'est le Rwanda a été choisi délibérément comme bouc émissaire. Et il faut imputer au Rwanda tout ce qui ne marche pas au Congo. Je ne sais pas si l'année dernière, tu as visionné, il y a une femme députée ou candidate députée qui avait essayé de fabriquer un petit pont. Et le jour de l'inauguration, il est venu, il est tombé dedans. Et des internautes se sont amusés à dire « Ah, ça doit être la faute de Kagame, ça, parce qu'on n'a pas mis un pont en dur et tout ça. » C'est devenu risible. La classe politique congolaise ne se rend pas compte que le monde entier se moque d'eux. Voilà où on en est. Mais alors, à ce niveau, est-ce que peut-on croire sincèrement en la volonté de Kinshasa quand il prend des engagements et vont signer, et à la volonté après de vouloir les mettre en œuvre? Est-ce que peut-on dire que Kinshasa est sincère lorsqu'il prend ses engagements? Ce vocabulaire n'existe plus depuis de très longues années dans le lexique à Kinshasa. Je parlais de l'inversion des valeurs. Hein. On marche sur la tête à Kinshasa. On a bradé tout ce qui peut être valeur. On ne sait pas c'est quoi les principes. Et la loi, on marche dessus. Et donc, de la sincérité, non malheureusement. De la volonté politique, non plus. On voit bien, on a vu ça avec le processus de Nairobi, on a vu ça avec Luanda, on a observé une campagne médiatique à Washington qui disait tout le contraire de ce que prévoyait la déclaration de principe, qui faisait dire aux autorités américaines ce qu'elles n'ont jamais prononcé. Au sortir de Washington, on a assisté à des déclarations contradictoires, à des interprétations qui dénaturaient finalement à la fois l'esprit et la lettre de la déclaration de principe. On voit ce qui se passe à Doha. Et on s'engage pas, on n'accepte pas, on promet, on ne réalise pas, au point où la délégation de l'AFC M23, cela s'est dit, écoutez, bon, nous on a mieux à faire, on rentre sur Goma. Et donc ça fatigue à la fois la médiation qatari, les observateurs américains qui sont là, l'Union africaine représentée par le Togo. Je crois qu'il doit y avoir une représentation d'autres pays qui ont été admis là-bas et qui constatent malheureusement la mauvaise volonté, la mauvaise foi et tout ce que vous voulez qui vient de Kinshasa. Je peux juste donner un exemple. La délégation de l'AFC M23 présentait à la médiation la liste de près de 700 Tutsis congolais qui sont incarcérés dans de très mauvaises conditions à Makala, à Ndolo et dans les geôles de la DEMIAP. Et pour montrer leur bonne foi, ils ont libéré les militaires de FARDC qu'ils avaient capturés lors de la prise de Goma, des policiers. On a assisté au départ des mercenaires. Ils auraient pu les garder à Goma. On a vu les troupes de la SADC qui ont brandi le drapeau blanc.
Et tout ça apporte la preuve suffisante que l'AFCM 23 est de bonne foi. Alors, en demandant à Kinshasa de libérer ces Tutsis congolais qui n'ont pas de dossier et qui n'ont commis comme forfait que leur faciès, Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas libéré une seule personne. Et donc, voilà le genre de mauvaise volonté qui prime à Kinshasa, et ils sont en train comme ça de jouer avec les nerfs de la médiation à la fois qatari et américaine, et je ne suis pas sûr qu'ils évaluent vraiment la portée de leurs actes aujourd'hui. Oui. Mais Tite, alors une question toujours revient à l'esprit. Mais pourquoi Kinshasa va signer des engagements qu'il sait que lui-même ne va pas suivre? Ah, d'accord. Oui, il y a ce qu'on appelle gagner du temps. Ils ont été écrasés militairement, diplomatiquement, ça ne prend plus. Tout le monde a vu la supercherie. La mobilisation médiatique en Occident n'y est plus. Et donc, Kinshasa cherche à se réorganiser et à gagner du temps. Il gagne du temps en quoi faisant? En allant chercher des mercenaires colombiens. Il gagne du temps en se réarmant, parce que tout l'arsenal qu'ils avaient stocké à Goma a été repris par l'AFCM 23. Il gagne du temps parce que l'allié burundais est lui aussi en grande difficulté et il faut comme ça le requinquer. Et c'est juste vraiment y aller sans la volonté, en sachant très bien que on va multiplier des accros pour ne pas appliquer ce qu'on a signé. J'en veux pour preuve le discours qu'il y a à Kinshasa. Et ce n'est vraiment pas de la pédagogie pour faire du service après-vente. Quand on voit le numéro 2 du pays qui va tenir des propos assez contradictoires, hein. À Paris, il applaudit des deux mains. Washington nous amène dans la bonne direction. Nous soutenons avec toutes nos forces Doha. Il arrive à Genève, le contre-pied de lui-même, ça montre vraiment que ces gens ne sont pas crédibles. Oui. Mais alors, face à cette situation, comment envisagez-vous l'évolution du processus en cours et son issue probable? Je suis très inquiet. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La scène politique à Kinshasa n'est pas de nature à rassurer. Les actes et les propos au sommet de l'État, ce n'est pas rassurant. Il manque une colonne vertébrale à la fois idéologique et pragmatique à Kinshasa. Je disais qu'ils sont en train de gagner du temps. Est-ce que le temps est l'allié de Kinshasa en pareille circonstance? Je ne le crois pas. Ils vont saboter le processus. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à dos la médiation et tous ceux qui ont soutenu le processus. Ils n'ont pas la capacité, en tout cas militaire, de changer le rapport de force qui est largement en faveur des hommes du général Makenga. Ils n'ont pas de capacité diplomatique pour rallier certains grands pays à leur cause. Ils ont essayé avec Washington, minerai contre militaire. Ça n'a pas marché. La Belgique leur a menti. Ils n'ont pas tiré les leçons de ce soutien belge. L'alliance avec Bujumbura a montré ses limites. La SADC s'est retirée. Je ne crois pas que le président Ramaphosa renverra encore ses militaires sur le territoire congolais. Et tout ça n'est pas de nature à rassurer quelqu'un qui constate que non seulement Tshisekedi a perdu sur tous les terrains, mais il s'entête. S'il continue à s'entêter, je crois qu'il est en train maintenant de jouer contre lui-même
et contre son régime. Et comme dit quelqu'un, quand on se tire une balle dans le pied, il faut s'en prendre à soi-même. En tout cas, c'est une des questions que je vais aller vous demander. Alors, selon vous, alors, quelle est la solution? Que peut-on faire à propos de ce revirement de Kinshasa par rapport à ce processus en cours? J'aurais souhaité avoir une boule de cristal devant moi et obtenir une bonne réponse à cette question qui est fondamentale. Personne ne peut gager sur demain. Demain est obscur, demain est très sombre et on ne voit pas bien un processus qui, sur papier, permettait à Tshisekedi de sortir de cette honte, courir après les mercenaires qui ne verseront pas le rapport de force, maintenir une alliance avec Bujumbura, parce qu'il y a les FDLR dans le dossier, et continuer à prêter l'oreille aux Belges qui sont à rebours de l'histoire. Je ne vois pas clairement où on va. Il va se mettre à dos la médiation et les autres. Et donc, à un moment donné, et peut-être dans un futur très proche, on va entendre des voix qui s'élèvent et qui disent « Tshisekedi fait partie du problème ». Et quand il va être désigné comme un des problèmes, ça veut dire que dans la solution, il faudra solutionner Tshisekedi aussi. Est-ce que ce n'est pas encore le cas? Est-ce que vous voulez dire qu'en RDC, il n'y a pas des gens qui voient comment le pays va mal, comment la parole elle diffère de l'action? Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Il y en a. Ils sont peu nombreux, mais il y en a. Il suffit de voir comment est maltraité Kabila, Katumbi et les autres opposants, pour ne citer que. Mais il y a beaucoup dans la société civile. Il y en a. Il faut voir la Senko, ce que dit la Senko à propos du pouvoir. Mais la Senko essaye, à la mesure de ses moyens, de ramener Tshisekedi à la raison. Et Tshisekedi refuse obstinément d'écouter la Senko. Son homme de main opportuniste, Jean-Pierre Bemba, traite les prêtres de politiciens en soutane. Ça, c'est une injure grave. Et Tshisekedi ne l'a jamais démenti. C'est dire... Pierre Bemba dit que Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, n'est pas le fils de son père et donc devrait être étranger. Et j'ai lu ce matin qu'il y a quelqu'un qui allait porter plainte contre Jean-Pierre Bemba parce qu'on a fait un procès à Kabila. Et dans la présentation, on dit nom, prénom, nom du père, nom de la mère, nationalité congolaise. Et ça veut dire que Bemba a raconté des histoires. Et quand on voit cette ambiance-là, ça n'est pas de nature à rassurer qui que ce soit. Les gens voient, les gens le disent, ça n'est pas assez. Et donc, nous allons comme ça vers une déclinaison qui fera qu'ils vont, en tout cas ceux qui pensaient qu'on pouvait encore sauver le meuble, qui vont dire, moi, j'ai fait ce que je pouvais et Tshisekedi pourrait être lâché. Oui. Vers la fin, si on regarde bien, tout le monde entier, s'attelle à chercher une solution aux problèmes qui secouent l'Est de la RDC, notamment par des processus diplomatiques. Je parle de Doha, je parle des États-Unis, je parle du Rwanda qui s'engage toujours activement à défendre cette position que le problème de la RDC se résoudra toujours pacifiquement et de manière diplomatique. Mais on semble que le principal concerné, on dirait qu'il n'a pas de... Je ne sais pas comment dire, on dirait que lui, les autres, ils veulent que les autres fassent pour lui ce que lui-même il ne veut pas faire, alors que c'est le bien pour la RDC. Non, Tshisekedi veut
une chose. Il veut qu'on lui donne des militaires étrangers qui viennent écraser la FCM23. C'est ça qu'il veut. C'est vrai, la présentation, elle est bien faite et je ne peux pas en redire plus. Pourquoi tout le monde cherche la paix et le président du pays bloque le processus? Parce qu'il aura été incapable de tenir parole, d'offrir aux Congolais, en dépit des richesses dans le pays, d'offrir aux Congolais le bien-être, parce qu'il est embourbé dans la corruption, le détournement et le tribalisme, et qu'il est incapable d'avoir une vision pour le pays, d'avoir un projet de société. Et donc, il a pris l'option de faire diversion, de trouver un bouc émissaire, de développer une rhétorique contre ce bouc émissaire, et que la rhétorique n'a pas, la mayonnaise n'a pas su prendre. Parce qu'il a trouvé quand même un adversaire de taille, il faut l'avouer. Tout le monde dit le Rwanda est bien organisé, le Rwanda est bien dirigé, le Rwanda a une gouvernance qui va pour sa population. Le Rwanda a des amis et des bons amis. Le leadership rwandais est crédible. Et donc, quand on a ce crédit sur la scène internationale et qu'on fait face à quelqu'un qui raconte, qui falsifie l'histoire, qui fait de la propagande et de la désinformation, ça ne peut pas prendre. On finit par savoir qui est qui et qui veut quoi. Et donc, je pense que vraiment, en l'espèce, tout le monde voit que Kinshasa, ce n'est pas la peine. Mais alors là, une petite question. Si je ne me trompe pas, nous sommes à moins de 3 ou 4 ans de la fin du mandat de Tshisekedi, dans 3 ans. Mais lui affiche une volonté de vouloir continuer, malgré tous les problèmes que secoue la RDC maintenant. Alors je pourrais dire, s'il continue à être président, s'il arrive à ses fins et continue à être président, mais quel est l'avenir du Congo? Il y a quelques fanatiques qui essayent de vendre l'idée selon laquelle, en fait, depuis qu'il est président, il n'a pas eu le temps d'agir pour son pays et qu'il faudra le laisser continuer parce qu'il a fait face au FCC de Kabila, parce que le Rwanda lui impose une guerre et il doit dilapider les ressources du pays. Il y a une petite musique comme ça, mais qui ne prend pas. Aussi, avant, il disait quand il sera président, avant qu'il soit président, oui. Il disait quand il sera élu, il ira s'installer dans l'est de la RDC jusqu'à ce que la guerre se termine. On est allé à Goma pour voir son cortège passer, mais ça, c'est de la vieille histoire. Mais il a fait quelques tentatives. Il a tenté de modifier la Constitution pour sauter le verrou de mandat. Il n'a pas réussi. Il a mobilisé les forces vives de la nation pour que tout le monde s'aligne derrière lui, et parce qu'il est un général de guerre. Il n'a pas réussi. Il n'arrête pas de promettre que demain, après-demain, la semaine prochaine, il va mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Il n'y arrive pas, et donc toutes ces initiatives capotent. On a encore 3 ans, on aura 3 longues années. La pression politique en interne est trop forte avec l'initiative de la SENCO et des églises protestantes pour obtenir un dialogue inclusif. Je disais tantôt qu'il court le risque d'être pris lui aussi comme problème. Si on arrive au dialogue inclusif, on va lui rappeler tout ce qu'il a fait, dit, promis pendant 6 ans.
On va lui rappeler qu'il n'y avait pas de raison objective de continuer la guerre. On va lui demander des comptes sur son enrichissement et celui de sa famille. Et tout ça, je crois qu'il doit avoir un tableau de bord quelque part, fait que à la fois il traîne les pieds pour Doha, parce que Doha ne l'arrange pas. Washington, ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Moi, je voulais des GI qui viennent combattre à Goma. Et pour la Senko, ah non, 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 il y a un piège là-dedans. Il ne faut pas que les Congolais comprennent que j'ai menti depuis 6 ans. Et donc, il est pris comme ça dans ce tourbillon et ça n'est pas vraiment à son avantage. Oui, oui, en tout cas. Bon, comme vous l'avez dit, nous ne savons pas demain sera fait de quoi. Mais en tout cas, merci de nous avoir donné un aperçu de comment est la situation actuelle aujourd'hui. Comment est-ce que quelles sont les causes de ces agissements du gouvernement congolais. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir fait aujourd'hui cet aperçu. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Face aux gestes d'ouverture et aux efforts constants du Rwanda en faveur d'une paix durable, les revirements de Kinshasa interrogent sur la sincérité réelle des autorités congolaises. À quoi bon de signer des accords si c'est pour les contredire aussitôt par des accusations sans fondement? Telles sont les questions que beaucoup peuvent se poser. Cela dit, le processus en cours sous l'égide des États-Unis semble faire renaître timidement les espoirs de paix dans la région des Grands Lacs. Mais comme le dit le dicton, le temps nous le dira.